Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le planning familial permet de contrôler les naissances en évitant les grossesses non désirées. Quels en sont les impacts sur le développement d'un pays? La réponse à suivre dans ce journal. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre amis. La croissance exponentielle des réseaux sociaux crée une dépendance chez ses utilisateurs. La cuniculture, un secteur en plein essor au Bénin. Mais pour réussir et rentabiliser cette activité, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs d'élevage des lapins. Merci pour votre fidélité. Dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin où le taux de fécondité est parmi les plus élevés dans le monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? La réponse est dans cet élément. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. À l'ère du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent aujourd'hui un nid d'opportunités et une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Plusieurs conséquences découlent de cette dépendance que les utilisateurs développent vis-à-vis des réseaux sociaux. Perspective Tossa nous éclaire plus dans ce reportage.
L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage et qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race à viande. On procède le plus souvent à leur croisement, mais de manière anarchique. Mathias Rodonou fait l'élevage de lapins. Il dit au micro de Stanislas Linkmont quelques techniques pour réussir l'élevage de cet animal. Le lapin, pour élever, c'est très simple. Il suffit seulement de connaître les méthodes. Bon, les produits vétérinaires. Bon, s'il y a l'entretien, hygiène, bon, ils sont bien et ils évoluent, ils grossissent très vite. Les lapins femelles, ils ont leur cage à part. Bon, pour croiser, tu amènes le mâle vers la femelle. Et en quelques secondes, c'est bon déjà. En quelques secondes, paf, et c'est déjà enceinte comme ça. En gestation, ça fait 1 mois et ça donne les bébés. Ça fait mise bas. Si la mère fait 1 semaine, 10 jours au plus, bon, on ramène le mâle et paf. D'abord, on voit si la mère est en chaleur. Facilement, si tu amènes le mâle, en même temps, ça croise et c'est fini. Chez moi, les lapins donnent jusqu'à 10 bébés, 11, jusqu'à 12. Mais si ça ne donne pas, c'est 6 et 8. Pour vendre, ce n'est pas problème. Surtout chez moi, le marché y est. Si ça fait 35 jours, tu enlèves
les enfants et tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement. Dans le cadre d'engraissement, il fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est parti déjà. Donc avec 2 mois et demi, bon, ça donne le poids consommable. Ça donne déjà 1 kg, 6, 7. Suivez à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale réalisé par Rebecca Adagwino. Le Bénin a célébré ce mardi 5 mai la journée internationale de l'hygiène des mains à l'instar de la communauté internationale. Célébrée dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, cette journée prend tout son sens avec le respect des gestes barrières dont le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour le ministre de la Santé Benjamin Humpati, ce geste simple de lavage régulier des mains permet de limiter la propagation du coronavirus au Bénin. À quelques jours de la reprise des classes prévues pour le 11 mai et dans le but de renforcer la riposte contre la pandémie de la Covid-19, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin s'inquiète et fait des propositions en vue de préserver la santé des apprenants et enseignants. Il s'agit entre autres de doter les écoles, collèges, lycées et universités publiques de systèmes de lavage des mains appropriés en nombre suffisant, de désinfecter toutes les salles de classe, salles de professeurs et laboratoires avant le 11 mai 2020 et de réduire les effectifs des classes à 20 ou 25 apprenants au plus tard en respectant la distanciation sociale. Et justement, comme pour donner un écho favorable à ces doléances, le gouvernement annonce un dépistage systématique des acteurs intervenant dans le système éducatif. L'opération, qui prend en compte le personnel enseignant, administratif et les vendeuses agréées, est prévue pour se tenir du 6 au 10 mai dans les maisons des jeunes des différentes communes du Bénin. Enfin, à l'université d'Abomey-Calavi, les activités économiques reprennent également dès le lundi 11 mai. Mais en raison du contexte sanitaire, la présence des étudiants au cours n'est pas nécessaire. Les activités pédagogiques se feront avec des supports en ligne et des dispositions sont prises à cet effet pour rendre les 10 supports de cours accessibles sur une plateforme dédiée. Selon le recteur Maxime Dacruz, la programmation des cours présentiels dans le strict respect des mesures préventives indiquées par le gouvernement sera ultérieurement communiquée aux étudiants. La Nation en bref, présentée par Ulvaeus Balogun au Sénégal. La reprise des cours est prévue pour le 2 juin prochain. Le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires de l'école réfléchissent sur les modalités d'accompagnement de la décision du chef de l'État. Le comité de veille du ministère de l'Éducation nationale s'est réuni lundi pour échanger avec les différents acteurs et dégager une feuille de route. Reportage. Faire de sorte que les jeunes représentent 64% de la solution à la crise sanitaire. C'est l'objectif que s'est fixé le ministère de la Jeunesse aux premières heures du Covid-19 au Sénégal. Pour y parvenir, plusieurs actes, peu de paroles. D'abord, il y a eu l'appel du 14 mars pour une riposte massive des jeunes face au Covid-19. Ensuite, le report de tous les événements populaires et activités de rassemblement inscrits dans l'agenda ministériel. Puis, la sensibilisation sur le terrain en mettant 150 volontaires du service civique national à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Leur cible a été Dakar, mais aussi l'intérieur du pays, en 20 jours d'intervention à partir du 26 mars. 10 000 ménages ont été touchés, selon le ministère, à Dakar, à Pikine, à Guédiawaye et à Rufisque. Les régions de Thiès, Saint-Louis, Fatick et Kolda
ont aussi senti la touche des volontaires. Le 20 mars a été organisée une session de mise à niveau au profit d'une vingtaine de mouvements de jeunesse et de 17 blogueurs pour la communication digitale et permettre en même temps à chaque département du pays de constituer un noyau de 70 membres contre le Covid-19, notamment dans les zones à forte densité, à forte affluence. 10 millions de francs CFA ont été ainsi offerts par le ministère au Conseil national dans ses interventions contre le Covid-19, d'autant que pour le ministère, tout jeune doit être un ambassadeur pour lui-même, pour sa propre localité, comme on commence à le voir un peu partout dans le pays. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24.